ces jeunes qui certainement ne sont pas fiers de se voir en ce moment même. Ces photos qui ont circulé, certaines qui proviennent du lycée de Kribi, lycée technique de Kribi, je crois, au lycée bilingue de Kribi, et bien d'autres photos. Donc, si vous voyez ça et que vous n'êtes pas fiers de vous, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Bonjour Emmanuel. Bonjour, how are you today? J'ai des maux de tête, hein, mais ça va aller. Souris. Je n'ai fait que sourire depuis le matin. Continuez. Allez, donc, le psychothérapeute que vous êtes, Oui. j'aimerais vous faire intervenir sur cette question, ce reportage que vous venez de regarder aujourd'hui. Alors, quand les enfants qui sont censés avoir pour préoccupation la recherche de l'éducation à l'école se mettent à des déviances, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le cap qu'on aura franchi à un moment? Mais nous sommes en train de dire Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, nous sommes en train de dire qu'on est en train de s'adresser aux conséquences, mais les causes sont beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est une réflexion de la structure familiale un peu qui s'est déviée d'abord dans l'organisation de cet environnement noyau qu'on appelle la famille. La famille. Et lorsque cette organisation, c'est comme une fondation, n'a pas été ficelée en respectant nos coutumes, nos traditions, des normes qui gèrent notre société et qui ont marché. La preuve, c'est que certaines personnes sont indignées aujourd'hui. Forcément, ils ne sont pas issus de cette même défaillance dans leur propre structure quand eux, ils étaient des enfants. Donc, ce qui se passe, c'est simplement que on doit rapidement faire ce qu'on peut faire, mais ça c'est le travail de sapeur-pompier. Mais une véritable solution demandera qu'on rentre encore sur l'organisation des structures noyaux, comme la famille, comme des communautés, parce que dans le village, vous étiez l'enfant, vous étiez le bébé de votre maman et votre parent, mais vous étiez aussi le bébé du village. Tout à fait. Et vous étiez l'enfant du maître de l'école. Voilà. Donc on ne pouvait pas faire pipi à côté de la route parce qu'on savait que tout aîné qui passait était un parent et savait de quelle concession familiale on sortait et pouvait facilement nous rappeler qu'il n'y a rien de vous avec telle élite dans ta famille, tu ne me ressembles pas, le nom que tu portes, tu n'es pas digne de ce nom. Ces genres de conversations ne se passent plus et on n'est pas fier à dire que j'appartiens à telle famille ou à tel clan ou à telle communauté parce que cette communauté est fière de ses fils et des choses. Donc il y a quelque chose quand même qu'on peut commencer à revoir. C'est pas tard, il suffit qu'il y ait la volonté globale et la prise de conscience globale pour qu'on en revienne. Et donc, prise de conscience, peut-être les parents ont un rôle à jouer. Maintenant, puisque vous parlez de famille, je crois que les premières personnes qui interviennent dans les familles, c'est les parents, quand il s'agira de rééduquer, parce que là, il y a des questions de rééducation, on a manqué quelque chose. Oui, mais certains qui sont devenus parents sont passés par ces défaillances. Le mot parent ne garantit rien. On a réfléchi sur quelles sont des valeurs de nos communautés intrinsèques dans l'origine, comment ces valeurs ont glissé entre les mains, à quel moment on a commencé à tout vendre, parce qu'il y a des choses qu'on n'achète pas, mais à quel moment tout était mis en vente, à quel moment on a vendu le concept qu'on était vendable. Donc à ce moment-là, vous avez certaines éthiques, je parle des normes, des codes, des voyages, de toutes ces choses qui font qu'une communauté reste intacte et crédible pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de menaces ou des choses qui vont venir essayer de tester, mais ce sont supposés être, ces choses devaient être plutôt des stimulants pour qu'on croit davantage à ce que nous avons. D'accord. Et donc nous continuons notre périple sur le code homme, en rappelant succinctement que l'homme avec petit h, c'est-à-dire l'être masculin, qui est au premier chef, je veux dire à la première question, je veux dire à la première réponse de qu'est-ce qui le caractérise, on voit plus la force, on voit plus la détermination, on voit plus la rassurance, on voit la sécurité, on voit tout ce qui est vraiment dans le sens de la globalité, ce qui est fort. Et donc, alors, est-ce que cet être qui est voulu fort par tout le monde, quel homme, n'a pas aussi son côté faible? Et la question qui vient même, n'a-t-il pas le droit
de l'exprimer, ou alors comment devrait-il l'exprimer? C'est là qu'on est. En principe, nous sommes en train d'analyser quelque chose qui existe déjà, que nous le vivons, mais surtout il y a des conséquences qui nous détruisent, qui est en train de créer un déséquilibre sérieux qui va affecter la communauté entière, dont les enfants, les conjoints et l'homme lui-même. Donc, nous sommes en train de poser des actes pour pouvoir empêcher que cette situation devienne généralisée. On a encore le temps de se rattraper avec ça. C'est vrai que ce débat est très longtemps, mais il n'est pas très ouvert. Parce qu'on voit que les premières organisations de cette code d'hommes qui nous influencent aujourd'hui, c'est il y a 200 ans que ça commence à prendre ficelle de la façon dont ça nous nuit aujourd'hui. C'est quelque chose qui évolue bien sûr avec le temps, avec des modifications dans le style de vie de la société. Mais on a posé même la question pourquoi sa durée de vie sur le comptoir est si longue. Il n'arrive pas à périmer. On est conscient que certaines de ces choses nous nuisent, mais on n'arrive pas à se détacher de ça. Qu'est-ce qui est problème? Donc ces réflexions vont finir par aboutir à une nouvelle culture de vie, peut-être un autre quelque chose. On va peut-être briser la côte et ne même plus utiliser le mot côte. On va parler de savoir-vivre ou de live and let live, comme on dit deux fois en anglais. Mais il y a 4 choses qu'on a remarquées qu'il faut, et on appelle ça les 4 C. C'est-à-dire, il faut pour une émotion, une compétence émotionnelle, c'est-à-dire avoir l'intelligence. Maintenant, on est en train d'apprendre comment accepter, reconnaître, accepter et manifester nos émotions. Donc, on va parler d'une compétence émotionnelle. Donc, l'homme va apprendre à nouveau de reconnaître qu'il y a des réalités qu'il a tout fait pour cacher, mais qu'on sait que ça existe. Tout à fait. Il a caché ça, il veut passer pour quelqu'un d'autre. Maintenant, on sait, et c'est nous les hommes qui parlent. Parce que nous-mêmes, on le vit. On le vit chaque jour. Donc, ce n'est plus une histoire où on va dire c'est la femme qui parle. Donc, cette vérité demande que tout le monde tourne la tête et regarde par ici et qui commence à se regarder où ça lui touche aussi dans ce que nous allons partager ici. Ça va pas être gay. Hein? En tant qu'homme dans notre orgueil, on se dit, mais non, quand même. Donc, c'est pas public. C'est entre nous, personne nous voit. Voilà. C'est mieux dit comme ça. Voilà, personne nous voit, c'est juste on peut me chuchoter. Voilà, hein. Et ne t'en faites pas, il n'y a personne qui nous voit. Oh. Alors, nous avons 4 C. Les C, c'est 1. Pour une compétence émotionnelle, il faut une connexion profonde avec l'autre homme. C'est-à-dire commencer à chercher à allier. Vous savez, on ne peut pas accrocher un chemise si le centre n'avait pas ces crochets. Et il ne va pas s'accrocher sur une mur. Il faut qu'il y ait un clou ou quelque chose sur laquelle il va s'accrocher. Donc, il faut que les hommes développent les crochets sur eux, comme ça, ils savent que quelqu'un peut être un crochet pour lui. Un crochet, et il peut aussi accrocher sur quelqu'un. Il faut que les hommes commencent à ouvrir les possibilités pour accrocher. La deuxième chose, c'est une communication du cœur. Deuxième C, on doit communiquer à partir de notre cœur. Ça, je pense que tout le monde connaît. C'est seulement que ouvrir ce cœur peut être un problème. Troisième chose, c'est qu'il faut un commitment. On va dire ça en anglais, commitment en français, c'est une sorte d'engagement. C'est-à-dire, on doit avoir la communication, la connexion et commitment, donc l'engagement pour tout ce que nous entreprenons. C'est-à-dire, si je tiens à développer des relations émotionnelles avec mes frères, avec mes collègues de service, c'est que ça soit quelque chose que même s'il y a des obstacles, que je me bats pour les surmonter. Et bien sûr, que s'il y a des conflits, le troisième c'est ces conflits, qu'on arrive à gérer nos conflits. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit qu'on va dire la chose. Je t'avais même dit que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Donc vraiment laisse tomber. Non, s'il y a un conflit, on revient sur la table de négociation. On essaie de voir comment. Parce que l'objectif, c'est qu'on arrive à se confesser, à parler du cœur avec engagement et avec toute la foi à un autre homme de ce qui nous nuit au fond de nous. Donc, cette code homme est définie par un certain nombre de caractéristiques. J'ai eu à parler de ça avant. Mais on a constaté que l'homme passe tout son temps à fuir ce qu'il a besoin de plus. Il a besoin de s'ouvrir, il a besoin d'être compris, mais il a toujours la phobie. Lorsqu'il sait qu'il va être devant une situation où il va parler de se dévoiler. Voilà, il est déjà en train de transpirer sur son nez, il bégaye, il a des va-et-vient inutiles
Et tout ça, nous sommes en train de dire que c'est le petit garçon en vous qui est en train d'entrer en action. Maintenant, sois homme, va dire ce que... sois homme, dis ce qui se passe. Cette expression-là. Voilà. Alors, dans le code, c'est manifeste. Peut-être l'expression-là qui met la pression, ouais, Emmanuel. Peut-être, oui, effectivement. Sois homme. Donc, la difficulté et la résistance d'affronter l'attente de notre société. Il y a une code qui nous tient, écrit et non écrit, et qui ne nous laisse pas le choix à penser autrement ou même à accepter le pensée de quelqu'un d'autre. Et c'est cette attente de la société qu'il a déjà catalogué comment on doit se comporter qui est notre plus grand aspect qu'on n'a pas le moindre capacité d'affronter. C'est ça qu'on ne veut pas affronter. Et ça vient comment? Ça manifeste par le fait de ne pas s'exprimer. On garde nos émotions, on ne les exprime pas. On n'exprime pas nos émotions. On retient les informations personnelles sur nous. On ne révèle pas les informations sur nous. Oui. On passe tout le temps à défendre notre position, défendre ma position, mon point de vue, mon opinion. On passe tout le temps à contrôler, même inconsciemment, les comportements des autres et à mettre la pression sur notre comportement. Il y a des moments où tu as senti l'odeur de la nourriture et tu penses que ce n'est pas très chic, très galant, très homme de pleurer que j'ai faim et tu n'as pas manifesté. Donc tu contrôles ton comportement, tu fais semblant, bon, non, ça va, tout va bien, tout est au beau fixe, ce genre de choses et avec des gestes, beaucoup d'assurance, pourtant au fond de vous, il y a ces petites salives qui glissent par toutes les moyens pour se retrouver dans ta bouche, pour montrer que vraiment une fourchette avec ce morceau de viande à son bout pouvait changer le climat intérieur de votre système. Nous voulons dire ici que nous voulons tout faire pour s'en sortir seul. Demander de l'aide n'est pas possible pour nous. Nous passons tout pour agir comme on est indépendant. On peut résoudre tous nos problèmes. C'est la même chose. Et il y a toujours l'aspect de compétition. Et des fois, de la façon le plus éphémère, subtile, sournois, il y a toujours un aspect de compétition, de regarder qui est en train d'avancer. Ma maison a déjà 3 niveaux, il faut que je fasse 4 niveaux, ou bien je fais 3 comme toi. J'ai déjà quelque chose dans tel quartier, il faut que l'autre a. Ma voiture est déjà comme ça, d'autres. Donc les hommes vivent dans une pression de compétition et nous cherchons à tout prix à être reconnus. Commanding attention, on veut qu'on reconnaisse qu'on est là et que c'est nous qui sommes généralement. Quand vous voyez les noms sur la plupart des logos, les noms sur la plupart des maisons, ce n'est pas le nom de la madame qui est mis là. Et donc, il y a un aspect qui veut qu'on soit forte physiquement. Même si tu vois un homme qui est petit comme moi là, avec presque pas de bras, quand il gronde ici, tu penses qu'il peut devenir Francis Ngannou. Pourtant, quand tu viens là-bas, le bras de Francis est déjà comme son corps. Voilà, donc il y a quelque chose de montrer que je suis physiquement forte. Physiquement forte, on le voit, papa. Donc ce n'est pas avec la voix. Donc, ou bien il imagine que le Chinois est tout petit comme ça, mais il peut sauter un montant et te taper. Donc, il y a toute cette chose qui anime. Et lorsqu'on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'il y a une envie d'avoir les titres chez les hommes. Il y a toujours this entitlement concept, avoir le titre. Il y a une histoire d'être silencieux parce qu'on a peur qu'en parlant trop, on va révéler ce qu'on a à tout prix besoin de cacher. Et bien sûr, il y a une histoire de protéger. C'est-à-dire, si je perds la face, ça veut dire que tout est accessible au public et je peux tout perdre. Et ça veut dire que l'homme n'existe pas. On a vu pourquoi dans les conflits matrimoniaux, on va donner tous les conseils, on va dire, la femme, tu peux tout faire, mais fais surtout pas de perdre fait que l'homme, de lui manquer de respect. Le manquer de respect à l'homme, c'est toucher à la peau de l'homme. C'est-à-dire, tu as affronté ça avec on dit head-on collision, comme on dit en anglais. Donc, voilà. Donc, nous allons dire que c'était d'abord un boy code. On avait 2-3 ans. Adolescent, c'était un guy code. Et maintenant, adulte, on dit des codes hommes, des male code, you know. Donc, ces choses viennent de très longtemps. Et on a essayé de réfléchir. Dans le 18e siècle, il y avait la culture des chevaliers. Oui. Et les chevaliers étaient comme
des personnes qui devaient avoir une certaine code d'honneur dans le comportement et quelque chose. C'était des gens armés qui faisaient des troubles, mais qu'à la fin, on a dit qu'ils protégeaient des rois et des patriarches. Et donc, on a dit il faut un certain code d'honneur pour montrer que c'est des hommes d'une certaine intégrité et tout. Et on a parlé de l'altruisme, on a parlé de la chastité, de l'intégrité et le patriotisme. Ça, c'était le code qui gérait. Et cette estier de code homme venait parce que les chevaliers passaient comme des gens galants, très forts, d'une certaine élégance, d'une certaine classe, qui respectaient, qui convoitaient, qui étaient convoités et qui étaient des chamans à laquelle tout le monde n'appartenait pas. Voilà. C'était pour une Ngourbeli. Donc, il y avait cette chose. On pense que ce code homme s'inspire de ça. Mais aussi, dans le 19e siècle, nous sommes dans la culture occidentale. On va chercher au fur et à mesure de s'inspirer aussi de notre communauté parce qu'on a eu des cultures hommes très, très puissantes et une histoire de la dignité, de la positionnement des hommes en Afrique également. On sait que oui, on a eu des très grands rois, des reines qui étaient des guerriers très forts en Afrique, bien sûr. Donc, il y a dans le 19e siècle le self-made man américain. Cette histoire que je viens de nulle part et je me suis conçu tout seul. Donc, je ne suis pas d'une famille de ceci, d'une famille là, et je suis capable de réussir comme tout le monde et d'avoir l'admiration de tout le monde. Ces deux aspects expliquent un peu les influences très fortes du passé qui peuvent dire que ça fait depuis plus de... Qui ont des répercussions aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et qui continue à faire son chemin à travers la littérature, à travers le théâtre, à travers la politique, à travers toutes sortes de moyens, qui fait en sorte que c'est un jeu d'enfants sont pour des garçons, c'est un jeu c'est pour des filles, la poésie et qui aussi. fait en sorte que certains métiers c'est pour des hommes et d'autres c'est pour des filles. Regardez toutes les répercussions de ces choses. Et nous avons compris que quelque part, cette culture n'a pas été juste innocente. La société a utilisé la stratégie des bâtons et carottes pour valider cette code d'homme. C'est-à-dire, on appelle des operant conditionnement opérant. C'est-à-dire, pour un bon travail, vous êtes récompensé. Vous avez une carotte. Et pour un mauvais travail, vous êtes battu. Et donc, cette approche qui a touché la gestion des ressources humaines dans des entreprises, quand on voit des promotions, je me suis positionné comme homme, j'ai fait comprendre à tous les ouvriers que je ne suis pas celui avec qui on va s'amuser. Et donc, mon patron a reconnu que je suis vraiment la personne à mener cette entreprise à son niveau. Mais quand vous prenez ces positions fortes, où vous avez peut-être méprisé, écrasé, et que ça a gagné l'intérêt du patron, et vous avez eu cette promotion, ça vous donne encore l'envie d'être plus écrasant, moins attentionné. Vous avez posé la question, et personne ne vous a posé la question, est-ce que les staffs vous aiment? On vous obéit quand vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, est-ce qu'on parle bien de vous? Est-ce que vous êtes sensible à pourquoi ils ont des difficultés? Peut-être il fallait une autre approche. Est-ce que c'était nécessaire que vous sacrifiez cette foule pour avoir cette position? Ces réflexions, on n'en a pas vu. Donc, il y a forcément le mal que le code homme fait, même au niveau de la famille et au niveau de la société et des structures. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde certains mots de la société et certaines insensibilités qui peuvent devenir généralisées, on doit s'appeler à revoir tout, même ces codes que nous sommes en train de voir. À quel niveau cela joue? Bien sûr. Sur ce que nous sommes. Par exemple, à quel niveau cela joue en restant un peu dans la famille? On a souvent cette expression qui revenait très souvent, Emmanuel, quand on n'était pas très correct à la maison et que maman disait toujours, attends, ton père va venir, tu vas voir. Ok, attends, ton père va venir, tu vas voir. Oui, c'est l'autorité de l'homme et c'était l'organisation de la société. Mais nous disons que cette code homme a son côté bon et son côté mauvais, négatif. Lorsque le code homme permet qu'on devienne un meilleur homme, sans perdre son humanité, ni détruire l'humanité de l'autre personne, c'est positif. Quand la maman disait ça, si c'était pour voir un homme intègre, capable d'amener sa famille comme une source d'inspiration, comme tous les grands leaders qu'on a admirés, c'était des gens comme Mandela, des gens comme Martin Luther King et Gandhi. C'était des personnes fortes aussi, c'était des hommes, mais ils avaient aussi une approche. Quand Martin Luther parle de non-violence, c'était une côté soft, mais qui avait le même résultat en termes de force. Tout à fait. Voilà, donc à ce moment, la maman pouvait... C'est comme donner des instructions
En soufflant dans l'oreille. En soufflant dans Ou l'oreille. en criant, ça a le même effet. Ça peut avoir le même effet. J'ai dit qu'il y a certains niveaux où on peut crier. Mais si on crie tout le temps, ça devient un problème. Voilà, ça veut dire qu'on ne connaît pas qu'il y a autre chose. C'est pour ça qu'on dit que le code homme, des fois, n'a pas seulement détruit la capacité d'écouter les autres, mais il a aussi détruit la capacité pour que tu t'écoutes. Parce qu'il y a une voix en toi qui te rappelle de temps en temps que les choses sont un peu trop. Tu ne penses pas que tu pouvais calmer le jeu. Voilà. Donc, nous pensons que les effets peuvent être aussi négatifs. Nous pensons également qu'il y a un prix qu'on est en train de payer pour le code homme. Et ce prix se résume dans un ensemble de choses. Nous pensons qu'il y a une vie très stressante, inutile, que les hommes vivent, avec des conséquences de santé liées à la stress et la mauvaise gestion émotionnelle très grave. On pense également qu'il y a des difficultés dans les vies en couple et dans les vies parentales, donc rapport entre les hommes et leurs enfants, garçons comme filles. On pense que les hommes passent beaucoup de temps de ne pas penser à leurs besoins en santé. Ils ne sont pas attentionnés à des dégradations de leurs problèmes de santé et on voit que les hommes visitent moins les médecins que les femmes. Et on a aussi vu que la plupart du temps, ils repoussent cette consultation, cette visite de contrôle à un niveau où maintenant c'est une crise qui l'amène à l'hôpital. Et souvent c'est la peur, le déni et l'absence de la volonté d'affronter le résultat du diagnostic. Il ne veut pas se retrouver dans une situation où il ne peut rien faire pour changer sa situation. L'homme panique d'être dans une situation d'incapacité d'affronter sa réalité. Donc, des fois, il a peur qu'on va lui dire que la tension a trop augmenté, ou bien tu as telle infection, ou et que peut-être c'est la dernière ligne droite à la fin. Les hommes ne supportent pas ça facilement. Mais c'est possible avec le travail que nous faisons. Nous savons qu'il y a aussi les problèmes liés sur les hommes prennent trop de risques et des fois les risques inutiles juste pour montrer qu'il est un homme. Vous allez voir que la plupart du temps les accidents routiers sont liés à des risques qui n'ont pas de sens parce que le côté homme dit que je peux battre cette situation, je peux le faire. Pourtant, si c'était une femme, elle va avoir peur et elle va freiner et elle va sauver. Et la plupart des accidents hommes-femmes, on peut voir, cette étude est faite en Europe, dans les Occidentaux, il y avait plus des accidents des femmes que des hommes, mais les hommes meurent plus dans des accidents que des femmes. Parce qu'ils se mettent toujours dans une situation de violence. Très, très, très violente. L'acte de violence dans les milieux conjugaux aussi augmente de plus en plus et ça se retrace à ça. Nous pensons que c'est lié au problème de l'abus au niveau de l'enfance, les problèmes des soucis qui augmentent et les dépressions liées à cette incapacité de gérer nos émotions. Ça, ce sont les prix que la société est en train de payer aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde tout cela, nous pensons qu'il n'y a pas une raison de ne pas considérer ce travail une urgence, de commencer à méditer, de réfléchir autour de ce code homme. Parce que nous sommes des êtres humains à la fin et que ce que nous sommes dans les rapports communs avec nous à la maison, avec nous-mêmes d'abord, avec ceux qui sont autour de nous, sont très importants pour le bon climat, même des affaires aussi, bon climat social, dans tous les sens, normalement, parce que c'est un problème de santé mentale finalement quand on arrive à une conclusion comme celle-ci. Nous sommes effectivement dans un problème de santé mentale qui mine toute la société. Et donc notre société est un vaste centre psychiatrique. Et nous sommes là pour sauver un petit peu les meubles autant qu'on peut avec ces réflexions et on jette les pavés dans la mare et chacun se retrouve forcément en ça et prend la bonne décision. Vous avez dit commitment, l'engagement finalement. Alors Emmanuel Tchangon avec nous, le psychothérapeute de lundi à partir de 8h30 et le mercredi après 8h30 aussi. On retrouve vendredi, c'est l'expert en matière de beauté qu'on retrouve vendredi. On va parler du massage et on verra où les deux vont se réunir. Retrouvez cet entretien sur Good Morning Cameroun, la page YouTube de Good Morning Cameroun au cours de cette journée et partagez pour que ça serve à tout le monde. Allez, bonne journée Emmanuel. Thank you very much. Bonne journée mesdames et messieurs.